Un petit garçon en haillons tira doucement la manche d'un millionnaire, tendant un doigt tremblant vers une vieille trappe rouillée, plantée au milieu d'un champ sec et stérile. Ce qui surgit après que cette trappe fut ouverte figea le millionnaire sur place. « Il est là-dessous, mon frère » murmura Noah, un garçon frêle d'environ 8 ans, debout dans le champ brûlé par le soleil. Sa chemise élimée pendait à ses épaules, usée jusqu'au tissu. L'un de ses doigts osseux pointait la trappe de métal dissimulée à moitié sous les herbes jaunies. Peu de temps auparavant, Noah était resté là, au bord d'une route de campagne poussiéreuse, tenant dans ses mains une vieille photographie. Pendant des heures, il avait attendu. Les voitures passaient à toute allure, soulevant des nuages de poussière rouge. Personne ne s'arrêtait. Personne ne se retournait. Finalement, une femme ralentit. Elle sortit quelques pièces de monnaie et les lui glissa dans la main. Noah secoua la tête, la voix douce mais ferme. « Je ne demande pas d'argent. » Surprise, la femme lui demanda ce qu'il voulait dire. Noah leva la photo et pointa le champ vide. « Mon frère est vivant. Je le cherche. » Elle rit nerveusement, mit le contact et s'éloigna, laissant Noah seul avec le vrombissement de son moteur qui s'évanouissait dans le silence. Un homme d'âge moyen avait autrefois marmonné, « Bien sûr, gamin, peut-être qu'il est sur Mars. Moi, je cherche encore les années que j'ai perdues dans ma vingtaine. » Puis il était reparti, sans se retourner. Personne ne le prenait au sérieux. Mais cette fois, quelque chose changea. Une voiture noire, élégante, s'arrêta. La vitre descendit lentement. L'homme à l'intérieur ne dit rien tout de suite. Il observa simplement le garçon. Son nom était Nathaniel Grayson, autrefois entrepreneur célèbre dans les technologies éducatives, un millionnaire autodidacte. Mais après la mort soudaine de sa fille, il avait tout quitté. Depuis, il traversait les États, évitant les visages connus, fuyant ses responsabilités. Un vide s'était ouvert en lui, un trou sans nom. Quand Nathaniel aperçut Noah pour la première fois, il vit son corps maigre, les cernes sous ses yeux, mais aussi la manière dont il se tenait droit, comme s'il portait quelque chose de plus grand que lui. Il ne comprit pas pourquoi il ne redémarra pas comme les autres. Peut-être parce que le garçon ne demandait rien. Peut-être à cause de ce qu'il lut dans ses yeux. Mais ce n'était pas que cela. Nathaniel remarqua la photo serrée entre les mains de l'enfant. Ses petits doigts s'y accrochaient avec une telle force, une telle détresse, comme si ce morceau de papier était le dernier fil qui le rattachait à la vie. Et alors, une image surgit dans l'esprit de Nathaniel. Vive. Douleur vive. Sylvia Grayson, sa fille. Elle avait un vieux chiffon en guise de poupée. Usé, raccommodé, à moitié détruit, mais sacré pour elle. Elle ne le quittait jamais. Un objet inanimé, mais porteur de tout son monde. La manière dont Noah tenait cette photo, cette détermination étrange et irréelle dans son regard, réveilla en Nathaniel un écho douloureux, profondément enfoui. Ce n'était pas juste de la compassion. C'était un appel. Une intuition, lancinante, qu'il se passait là quelque chose d'important, de trop vital pour être ignoré. Il ne savait pas pourquoi il s'était arrêté. Mais il sut qu'il devait rester. Noah le fixa droit dans les yeux, puis montra la trappe rouillée, dissimulée dans l'herbe. « Mon frère, il est là-dessous. » Sa voix était douce, mais assurée, chargée d'une foi calme, inébranlable. Nathaniel ne répondit pas tout de suite. Il suivit le geste du garçon. Au milieu de la terre craquelée, entourée d'herbes sèches et d'épis desséchés, reposait une trappe de fer, oubliée, battue par les vents, presque avalée par la terre. « Que as-tu dit ? » ?»« Mon frère est là-dessous. »« Ellie. »« Je l'ai entendu à travers la trappe. »« Je sais qu'il est là. »« Ton nom ? » ?»« Noah. » Nathaniel l'observa longuement. Les yeux du garçon étaient secs, sans larmes, mais leur intensité était brûlante, bien trop farouche pour un enfant. « Pourquoi crois-tu que ton frère est là-dessous ? » ?»« Je ne le crois pas. »« Je le sais. Ça fait 3 jours que je suis ici. Chaque matin, je frappe. Chaque matin, il me répond. 3 coups. » Le silence retomba. Nathaniel regarda autour. Pas de maison. Pas une âme. Rien que de la poussière rouge, un sol durci, et un enfant famélique affirmant l'incroyable, sans trembler, sans hésiter. « Montre-moi la photo. » Noah l'attendit. Nathaniel la prit, ses mains tremblant légèrement. Pendant un instant, un souvenir ancien refit surface, une photo semblable. Sa fille Sylvia,
tenant la main de sa meilleure amie au camp d'été. Deux sourires figés juste avant l'éclat de rire. Un instant suspendu. Nathaniel inspira lentement, rendit la photo, puis s'approcha de la trappe. Le métal était rugueux, rouillé, griffé par le temps. Il s'agenouilla et frappa 3 fois. 1, 2, 3. Silence. Puis, après quelques longues secondes étirées comme un après-midi d'été sans vent, 3 coups très faibles résonnèrent. Légers. Presque imperceptibles. Mais bien réels. Le front de Nathaniel se plissa. Il se releva lentement, le regard toujours fixé sur la trappe. Quelque chose bougea en lui. Ce n'était pas seulement le bruit sous ses pieds. C'était ce qui remontait de son propre cœur. Une peine qu'il avait bâillonnée depuis des années. Une tristesse qui reprenait soudain son souffle. « Viens, Noah. Aide-moi. » Nathaniel tenta à nouveau. Noah attrapa une pierre et se mit à frapper le bord opposé. Ensemble, ils forcèrent, haletants, la sueur perlant à leur front. Le dos de Nathaniel commença à le faire souffrir, mais il n'arrêta pas. 1 minute passa. 2. Rien ne bougea. Nathaniel s'arrêta, à bout de souffle. Il regarda l'enfant. « Il nous faudra de l'aide. Quelqu'un vit près d'ici ?» Noah réfléchit. « Monsieur Isaac. C'est un fermier. Je l'ai vu plusieurs fois, mais je suis le seul à savoir où il habite. Sa maison est là-bas, au bout du champ. Le toit est rouge. » Nathaniel souffla. « Guide-moi. » Noah hocha la tête et se mit en marche. Nathaniel le suivit, le pas lourd, et dans son esprit résonnaient encore les 3 coups, doux comme une brise, mais assez puissants pour réveiller ce qui dormait depuis si longtemps dans son âme. La maison d'Isaac était blottie dans un coin de terre nue, encerclée par une clôture de bois branlante et des souches tordues. Une fine fumée bleutée s'élevait de la cheminée. L'odeur du bois brûlé flottait dans l'air, chaude et terreuse. Noah s'avança et frappa à la porte. Un instant plus tard, elle s'ouvrit en grinçant. Un homme grand, barbe clairsemée, regard profond et méfiant, apparut. « Je m'appelle Noah, » dit rapidement le garçon. « Voici Monsieur Grayson. On a besoin d'aide. » L'homme ne répondit pas tout de suite. Ses yeux balayaient Nathaniel, s'arrêtant sur ses chaussures couvertes de boue. Encore une folle histoire de plus. Nathaniel s'avança, tendit la main. « Je suis Nathaniel Grayson. On pense qu'un enfant est coincé sous terre, dans une trappe, là-bas, dans le champ. » « Une trappe? Un enfant? » Isaac laissa échapper un rire sec. « Je vis ici depuis 20 ans. Y a rien là-bas. Vous vous moquez de moi. » Noah sortit la photo de sa poche, la serra contre sa poitrine. « Mon frère est là-dessous. Ellie. Je l'entends depuis des jours. » Isaac fixa le garçon, son regard glissant sur la photo, puis sur Nathaniel. « Et vous croyez à cette histoire? » Nathaniel hésita. « Je ne peux pas l'expliquer. Mais j'ai entendu 3 coups. Net. Identiques aux siens. Ça peut être un tuyau d'évacuation. Un animal. Des gamins du coin s'amusent à faire des blagues comme ça. » Isaac gronda. « Et les adultes ne devraient pas encourager ce genre de bêtises. »« Je comprends, » répondit Nathaniel d'un ton apaisé. « Mais s'il y a ne serait-ce qu'1% de chance qu'un enfant soit réellement là-dessous, on pourrait lui sauver la vie. Ça ne prendra pas longtemps. » Isaac le fixa longuement. Puis, sans un mot, il fit demi-tour. 1 minute plus tard, il ressortit avec une pelle sur l'épaule. « Allons-y. Mais si c'est une blague, j'appelle la police. » Personne ne parla sur le chemin du retour. Nathaniel gardait le visage impassible, mais sa mâchoire était crispée. Dans sa main, il tenait fermement le pied de biche qu'Isaac lui avait donné. Isaac suivait derrière, le dos voûté, alourdi plus par le doute que par l'âge. Et Noah ouvrait la marche, silencieux, les yeux animés d'une étrange lueur, non pas l'espoir aveugle, mais une conviction têtue, aiguisée par des années de recherche solitaire. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit, Nathaniel posa le pied de biche au bord de la trappe de fer. Il regarda Noah, puis Isaac. Aucun mot ne fut échangé. Tous 3 inspirèrent profondément. Les 2 hommes mirent tout leur poids dans la première poussée. Le métal grinça, un cri sec et strident, comme une lame tranchant le silence. De la poussière rouge et des éclats de rouille s'envolèrent, éclaboussant les manches de Nathaniel.
La trappe était incroyablement lourde, comme si le temps lui-même s'était ligué pour la maintenir close. Ils s'arrêtèrent un instant, reprenant leur souffle, puis reprirent. Les poignets de Nathaniel commencèrent à trembler, mais il ne s'arrêta pas. Enfin, dans un gémissement grave, le couvercle s'entr'ouvrit à un coin. Un souffle d'air glacé jaillit. Épais, humide, infect, porteur d'un relent de décomposition. Nathaniel se figea. Son visage pâlit, ses yeux fixés sur l'obscurité en contrebas, comme s'il craignait ce qu'ils allaient réveiller. Mais Noah n'hésita pas. Il s'accroupit, lampe torche à la main, les doigts tremblants. Le faisceau transperça l'obscurité. Un souffle léger, une exhalation ténue monta dans l'air vicié, fragile au point d'être confondu avec un mirage. Puis, du bord de l'ombre, une main desséchée, couverte de poussière, surgit lentement, griffée et tremblante, agrippant le rebord de la trappe. Le geste était faible, à peine plus qu'un murmure. Isaac resta figé, le visage vide, les yeux écarquillés. « Mon Dieu » murmura-t-il, à peine audible. Au fond de la trappe gisait un enfant, ou ce qu'il en restait, si maigre que la peau épousait les os, les vêtements en lambeaux, les cheveux collés par la sueur et la poussière. La peau était pâle, cendrée, couverte d'un voile gris semblable à de la suie froide. Ce n'était plus le corps d'un enfant, mais quelque chose d'usé, d'oublié. Ses yeux perdus, sauvages, parcoururent l'espace, puis s'arrêtèrent sur le faisceau lumineux. Lorsqu'Élie aperçut Noah, une infime étincelle brilla dans son regard. Si petite qu'on aurait pu la manquer, à moins d'avoir attendu 2 ans pour la voir. Noah ne cria pas. Il ne pleura pas. Mais quand la main d'Élie toucha la sienne, les larmes jaillirent. Chaudes, silencieuses, irrépressibles. Il mordit sa lèvre, tentant de ne pas sangloter. « Je suis là » murmura Noah. Ce n'était pas une déclaration, mais une chanson, une mélodie douce, réservée à Élie, à lui-même, et au chemin que personne n'avait voulu croire. Sa voix était plus douce que le vent. Élie se hissa maladroitement, comme quelqu'un qui aurait oublié comment bouger. Il serra la main de son frère et laissa échapper un sanglot brisé, le premier son en 2 ans. Ce n'était pas un cri de douleur, mais un cri de délivrance. Nathaniel était pétrifié. Il n'osait plus respirer. La boule dans sa gorge ne venait pas du choc, mais du regret. Un regret lent, brûlant, qu'il ne connaissait pas jusqu'alors. Il avait douté de cet enfant. Il avait failli partir, ce jour-là, quand Noah lui avait tendu cette photo, sous un soleil craquelé et un vent poussiéreux. Et maintenant, cette même main tenait un enfant bien vivant, une vérité qu'on ne pouvait plus nier. La peine ne l'affaiblit pas. Elle l'humilia. Dans son esprit, le visage de Sylvia refit surface. Ce même regard effrayé de l'enfance. La façon dont elle avait touché sa main une dernière fois avant de quitter ce monde. Une fissure discrète se traça dans la poitrine de Nathaniel. Pas de douleur. De la honte. Isaac s'agenouilla, non par épuisement, mais parce qu'il ne pouvait plus tenir debout. « Il faut le sortir de là » murmura-t-il. Nathaniel acquiesça, la voix grave, râpeuse, comme la pierre frottant la pierre. Doucement. Ne lui fais pas mal. Il s'agenouilla et glissa ses bras sous Élie. L'enfant était sans poids, presque éthéré. Pourtant, les mains de Nathaniel tremblaient en le soulevant de la trappe. La chemise déchirée laissa apparaître des ecchymoses sur les épaules et dans le dos, certaines sèches, d'autres suintantes. Isaac les vit et se couvrit la bouche. Il n'avait jamais vu une telle famine. Élie s'accrocha à la main de Nathaniel tandis qu'il était soulevé, puis se tourna et tendit les bras vers Noah. Leurs doigts se lièrent. Aucun des deux ne lâcha prise. Quand Nathaniel regarda Noah, il fut stupéfait. Les jambes du garçon étaient striées de coupures. Du sang séché les couvrait. Sa chemise était déchirée. Le soleil avait brûlé son dos. « Jusqu'où as-tu marché » demanda Nathaniel, la voix basse. « Depuis la vieille ville » murmura Noah. « Chaque jour. » Un peu plus loin. Isaac étouffa un cri. « Il faut aller à l'hôpital. » Tout de suite. « Montez dans la voiture » dit Nathaniel, sans laisser place au doute. « Isaac, aide-moi. » Le moteur rugit sur la route. À l'arrière, Élie reposait sur les genoux de Noah. Ses doigts serraient encore la photo. 2 enfants se tenant l'un l'autre. Froissés, mais entières. Ses yeux étaient presque fermés, mais au coin des lèvres, un sourire minuscule.
Le ciel vira au violet alors que le soleil disparaissait derrière les champs. Et pour la première fois en 2 ans, la lumière toucha cet enfant. Pas n'importe quelle lumière. Une lumière qui effleurait les parties du monde que l'on croyait depuis longtemps pourries. À l'hôpital de la ville, l'après-midi s'effaçait comme tant d'autres, au rythme des talons pressés, du roulement des lits, et des pas précipités résonnant dans les couloirs stériles. Tout bougeait avec la fluidité d'une routine bien huilée. Mais dans la chambre où reposait Ellie, le temps s'était arrêté. Suspendu par une douleur trop profonde pour être dite. Ellie était recroquevillée sur le côté, dos tourné à la pièce, yeux fermés. Il ne mangeait pas. Ne parlait pas. Ne réagissait pas au son autour. À chaque fois que l'infirmière Émilie tendait la main pour changer ses pansements, il tressaillait comme pour se préparer à un coup. Émilie ne posait jamais de questions. Elle nettoyait, pensait, posait doucement une main sur son front, comme une promesse silencieuse de réconfort. Son corps portait des couches de blessures et de contusions, certaines profondes, soigneusement couvertes, d'autres confiées au temps et à la guérison. Noah était assis près du lit, le regard fixé sur son frère. Il portait encore les vêtements tachés de sang et de terre du champ. Ses jambes étaient brûlées, ses mains écorchées par la longue marche, mais il n'y prêtait pas attention. Chaque respiration d'Ellie le ramenait plus près, comme si détourner les yeux pouvait signifier le perdre à nouveau. Nathaniel Grayson se tenait dans l'embrasure, à distance. Il observait les 2 frères en silence, le cœur serré à l'idée d'Ellie, enfermé dans ce puits sombre pendant 2 ans entiers. Il voyait Noah tenant la main de son frère avec une détermination tranquille, le visage pâle de fatigue, mais le regard ferme. « Tu tiens le coup, Noah » demanda-t-il doucement. Noah leva les yeux. « Moi, ça va. » « Mais Ellie » Nathaniel hocha la tête, la voix ferme. « On fera tout pour qu'il se rétablisse. » À cet instant, l'infirmière Selena entra dans la chambre. Elle jeta un œil au dossier. « Ellie Torres ?» Elle se figea. « C'est bien Ellie Torres ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Noah acquiesça. « Oui, il s'appelle Ellie Torres. » Selena sortit son téléphone et envoya vite un message à sa sœur Maria. « Viens à l'hôpital tout de suite. Ellie Torres est là. » Moins d'1 heure plus tard, Maria Torres, l'ancienne institutrice du garçon, arriva. La pluie collait encore à son manteau lorsqu'elle frappa doucement à la porte. En entrant, ses yeux tombèrent sur Noah. « Mademoiselle Maria » murmura Noah. Maria se précipita, lui caressa les cheveux, puis se tourna vers Ellie. Son souffle se coupa en voyant les ecchymoses autour de son cou. « C'est bien vous deux » balbutia-t-elle. Les souvenirs de signalements ignorés, d'avertissements tus, de supplications sans réponse l'envahirent. Nathaniel s'avança. « Je suis Nathaniel Grayson. Je les ai amenés ici. » Maria répondit doucement. « Je suis Maria Torres, leur ancienne institutrice. »« Merci, monsieur Grayson. »« Sans vous ?» Nathaniel s'agenouilla près de Noah. « Noah, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire sur ce qui est arrivé à Ellie ?» Noah hésita. « J'ai posé des questions sur mon frère. Ils m'ont dit de m'occuper de mes affaires, mais je ne les ai pas crues. »« Qui, Noah ? Qui t'a dit ça ? » ?»« Victor Lane. Mon oncle. Il nous a séparés. Il a dit qu'Ellie était partie à l'école. Mais je savais que c'était faux. » La voix de Noah baissa d'un ton. Au début, on partageait encore une chambre. Mais quelques semaines plus tard, il a fait emmener Ellie. Sans prévenir. Ce matin-là, je me suis réveillé. Le lit était vide. Il m'a dit qu'Ellie devait aller quelque part de plus approprié. Puis il a rangé les affaires d'Ellie comme si l'enfant n'avait jamais vécu là. Je n'y croyais pas. Je savais qu'Ellie ne m'aurait jamais quitté. Alors j'ai décidé de le retrouver. Même si personne ne me croyait, je n'ai jamais cessé de chercher, déclara Maria, interrompant la conversation, la voix tremblante. Victor avait des liens étroits avec les autorités locales. Après la mort de la mère du garçon, il a demandé la tutelle. Les allocations ont continué à arriver, mais seul lui les recevait. Je l'ai signalé 3 fois, je n'ai jamais reçu de réponse. On m'a même menacé de mutation, dit Nathaniel en serrant les poings, le regard fixé sur Ellie, toujours immobile. Mademoiselle Maria, j'ai besoin de ces rapports. Vous avez des documents ? Oui, répondit-elle d'un ton ferme. Je les apporterai tous.
Nathaniel se leva. Je reviendrai. Mais d'abord, je dois aller quelque part. Où ça? Demanda Maria. Visiter la tombe de ma fille. Elle m'a un jour demandé, si je disparaissais, tu viendrais me chercher? Il s'interrompit, puis ajouta. Ensuite, j'irai à la police. Noah l'observa partir. Pour la première fois en 2 ans, quelqu'un le croyait. Dehors, la pluie continuait de tomber. Mais à l'intérieur de cette chambre d'hôpital, une petite lumière venait de naître. La lumière de l'espoir et d'un nouveau départ. J'ai entendu dire que le garçon est encore en vie, enfermé ici même, dans cette ville, murmura une femme au comptoir de la boulangerie. Impossible, Victor Lannes? Cet homme donne encore à l'église, répondit une autre, les yeux emplis de doute et de peur. Le matin suivant, après une nuit de pluie battante, la petite ville restait enfouie sous une brume grise, froide et suffocante. Des flaques d'eau stagnaient dans les ruelles étroites, vestiges de la tempête. Une lourde mélancolie enveloppait tout, comme si le ciel lui-même portait le poids d'un secret tout juste mis au jour. La nouvelle s'était répandue à toute vitesse. Ellie, le garçon disparu depuis 2 ans, avait été retrouvé vivant, enfermé dans une cave. Les gens parlaient à voix basse, mais l'agitation était palpable, perceptible dans chaque regard furtif, chaque œil jeté par-dessus l'épaule. Dans cette ville, le nom de Victor Lannes n'avait jamais été remis en question. Jusqu'à aujourd'hui. Mais Nathaniel Grayson n'était pas comme les autres. Après une nuit blanche passée à l'hôpital avec Ellie et Noah, il avait pris sa décision. Plus de détours, plus de silence. Dans ses mains se trouvait un dossier épais, remis par Maria Torres, l'ancienne institutrice du garçon. À l'intérieur, tout ce qui avait été autrefois ignoré, des rapports de suspicion de maltraitance, des photos de blessures, des dossiers médicaux, et même un témoignage écrit d'un livreur affirmant avoir entendu des cris provenant de la cave de Victor Lannes. Ces documents avaient été enterrés parmi des archives financières, sous le label innocent de « Subvention de la Fondation Victor Lannes ». Nathaniel serra l'enveloppe et la glissa soigneusement dans la poche intérieure de son manteau. Ses yeux ne reflétaient plus la douleur confuse d'un père endeuillé. Ils brillaient désormais d'une lumière froide, déterminée. Il savait que Victor riposterait. Il savait que le système s'était tu trop longtemps. Et il savait que la vérité, si douloureuse soit-elle, ne serait peut-être pas la bienvenue. Le bureau du journal local se trouvait dans une petite rue latérale, nichée entre une vieille boutique de fleurs et une épicerie couverte de poussière. Quand Nathaniel franchit la porte, M. Maxwell, le rédacteur en chef, était assis derrière un bureau en bois, une tasse ébréchée à la main. L'homme, vêtu d'un pull sombre, hésita en le voyant entrer. Peut-être avait-il entendu des rumeurs venant de l'hôpital, ou peut-être attendait-il cette visite. « Monsieur Grayson, dit Maxwell avec une politesse prudente, j'ai entendu certaines choses, mais vous comprenez que la presse a besoin de preuves, de confirmations officielles. » Nathaniel ne répondit pas immédiatement. Il sortit le dossier de son manteau, le posa sur le bureau. « Je ne suis pas venu ici pour entendre des excuses, dit-il. Combien de bleus, combien de cris nocturnes faut-il pour croire qu'un enfant a été enfermé dans une cave pendant 2 ans? Maxwell regarda les photos, ecchymoses, coupures, yeux tuméfiés, un corps amaigri. Il déglutit, secoua la tête, puis repoussa le dossier. Sans enquête officielle, sans confirmation de la police ou du procureur, nous ne pouvons rien publier. Vous comprenez, n'est-ce pas? Nous sommes un petit journal. Victor contribue beaucoup à cette communauté. Vous voulez dire que vous avez peur? Je veux dire que je suis prudent. Nathaniel hocha la tête, mais une douleur froide se répandit dans sa poitrine. Un enfant a été enterré vivant pendant 2 ans, et tout ce qui vous inquiète, c'est un procès? Il se leva, ne dit plus rien et sortit sans se retourner. Sur le chemin, il appela Maria. Il nous faut un journal plus grand, dit-il. Quelqu'un qui ne soit pas lié aux fêtes locales et aux chèques de charité de Victor. Je trouverai quelqu'un. Pendant ce temps, à l'hôpital, Noah restait silencieux au chevet d'Ellie. Bien que le garçon reçoive des soins, il n'avait toujours pas parlé ni ouvert les yeux. Par moments, il tressaillait quand un médecin ou une infirmière s'approchait. Noah ne l'avait pas quitté un instant. Linda, une jeune assistante sociale, arriva pour vérifier les formalités. En entendant Maria raconter les recherches, et Noah partager des bribes de leur passé, son visage devint livide. Vous dites que votre oncle Victor vous a séparés, a menti sur l'endroit où se trouvait Ellie, et vous a envoyé vivre chez un cousin éloigné, demanda-t-elle en prenant des notes.
Noah acquiesça. Linda resta silencieuse. Elle se souvenait avoir vu le nom de Victor Lann dans le système, autrefois présenté comme un tuteur modèle. Mais aujourd'hui, tout avait changé. Peut-être, murmura-t-elle, que les anciens dossiers n'ont pas été supprimés. Peut-être sont-ils encore dans les archives du comté. Cet après-midi-là, elle et Maria se rendirent au centre d'archives. Dans un sous-sol poussiéreux, éclairé seulement par la lumière vacillante de leur téléphone, elles fouillèrent des couches de poussière sur des armoires rouillées. Elles ouvrirent dossier après dossier, patientes, comme si elles exhumaient une tombe oubliée par le temps. Le voilà, souffla Maria. Un dossier mince, à la couverture jaune fanée. L'étiquette indiquait « École élémentaire Elmwood ou élève, Ellie Torres soupçon de maltraitance ». À l'intérieur, un rapport rédigé par Maria elle-même. Une photo y était attachée. Ellie, vêtue d'un t-shirt à manches longues, relevait la manche pour révéler des bleus et de longues éraflures, semblables à des marques de lien. Il y avait même une déclaration manuscrite du livreur, décrivant le moment où il avait entendu un enfant crier dans la cave de Victor Lann. « Ils n'ont pas disparu », dit Linda d'une voix plate. « Ils ont été enterrés sous l'argent. » La pluie s'était enfin arrêtée, mais l'air restait chargé de la lourde mélancolie d'un après-midi crépusculaire teinté de mystère. Une brise fraîche glissait, apportant avec elle une légère senteur de cire et de vieux papier provenant de la salle paroissiale, où se déroulait une collecte de charité hivernale pour les orphelins. À l'intérieur, l'atmosphère était solennelle. Pourtant, sous les sourires chaleureux et les applaudissements généreux, planait une hypocrisie bien rodée. Des lumières jaunes tamisées projetaient une lueur douce sur le petit podium en bois. Debout, il y avait lui, le directeur exécutif de l'une des fondations caritatives les plus renommées de la région. Un visage familier, souvent vu à la télévision, menant des collectes de fonds, coupant des rubans lors d'inauguration, ou parlant avec gravité lors des réunions municipales. Pour les habitants, Victor Lann incarnait la générosité. Un homme qui avait sauvé tant de vies malchanceuses. Son discours débuta par des mots fleuris de gratitude, glissant ensuite vers des réflexions pleines d'émotion sur les enfants abandonnés, sur la nécessité d'une communauté solidaire. En bas, les villageois hochaient la tête. Certains murmuraient. C'est un homme bien. L'année dernière, il a financé la bibliothèque de l'école. Une vieille femme serra la main de sa fille et soupira. Si seulement on avait plus de gens comme lui, ici. Le sourire de Victor était parfait. Un masque soigneusement porté, dissimulant un cœur glacé et un agenda plus sombre que quiconque n'osait l'imaginer. Tout au fond de la salle, Chloé, une jeune journaliste pleine d'ardeur, le fixait du regard. Son visage souriait, mais son regard était vide, comme un puits sans fond. Elle prit quelques photos avec son téléphone. À côté d'elle, Maria Torres baissait les yeux vers une feuille qu'elle tenait entre ses mains, une vieille photo de classe. Ellie aurait dû être debout à côté de Noah, mais le garçon manquait. Personne n'avait posé de questions. Personne ne s'était soucié de rien. La douleur et l'impuissance s'inscrivaient sur le visage de l'enseignante pendant que Victor, avec passion, parlait d'enfants abandonnés. Un profond malaise commença à naître en Chloé. Elle avait entendu des rumeurs, des murmures au sujet d'un enfant disparu, ici même, dans cette ville, il y a des années. Et maintenant, le discours théâtral de Victor ne faisait qu'amplifier ses soupçons. Ce même après-midi, Nathaniel Grayson se rendit directement au domaine où vivait Victor. Une vaste propriété, clôturée de barrières blanches éclatantes, au jardin taillé au millimètre, rayonnante d'une pureté trompeuse. Mais ce ne fut pas Victor qui vint à la grille. Ce fut Lucas, son assistant aux cheveux argentés. Son visage était figé, son ton sec et métallique. Lucas était le beau-frère des deux garçons. « Que voulez-vous » demanda-t-il, les yeux fixes, la voix pleine de suspicion. Nathaniel répondit avec fermeté, sans la moindre peur, « Je veux parler d'Ellie. » Et du sous-sol. Il ne mâcha pas ses mots. Le temps pressait quand la justice était littéralement enterrée vivante. Lucas resta de marbre, bloquant l'entrée, sa voix se baissant jusqu'à devenir un murmure menaçant, « Il n'y a pas d'Ellie. Cette histoire s'arrête ici. » La menace était discrète mais bien réelle. Victor avait été clair, si Lucas parlait, il perdrait son emploi. « Et si je ne m'arrête pas ?» La voix de Nathaniel s'aiguisa, son regard devenant tranchant comme une lame. Lucas le fixa longuement. Une étincelle de menace traversa ses yeux. Puis, inclinant la tête très légèrement, dans un geste chargé d'avertissement, il murmura « Alors ne sois pas surpris si quelqu'un se blesse. »
Le portail en fer se referma lentement mais avec détermination, comme pour sceller à jamais chaque secret et chaque cri silencieux enfermé derrière lui. Au même moment, Chloé regagna son bureau au journal local. Elle se mit aussitôt au travail, tentant de relier les anciennes rumeurs d'un enfant disparu au discours troublant de Victor Lann et aux indices fournis par Maria Torres. Elle présenta son brouillon à M. Maxwell, le rédacteur en chef, mais celui-ci secoua la tête. « Chloé, tu connais les règles du jeu. Victor Lann est un important donateur. Sans preuve solide ni enquête officielle, on ne peut pas publier ça. Tu risques de couler le journal, et toi avec. » Chloé poussa un long soupir, abattue. Elle savait qu'elle ne pourrait pas faire publier l'article officiellement, mais sa conscience refusait de garder le silence. Ce soir-là, elle s'installa à son ordinateur personnel et ouvrit son blog anonyme, qu'elle utilisait pour des récits trop sensibles pour la presse traditionnelle. Mue par l'indignation et un profond désir de justice, elle rédigea son billet avec rage et minutie. Elle y ajouta une photo de Victor Lann au pupitre, accompagnée de tous les détails qu'elle avait découverts sur Ellie et Noah. Puis elle appuya sur « Publier ». En quelques heures, l'article de Chloé fit le tour des réseaux sociaux. Des centaines, puis des milliers de partages et de commentaires affluèrent. Des hashtags comme #justice pour Ellie apparurent partout. Les rumeurs n'étaient plus de simples chuchotements, elles étaient devenues une marée montante de colère populaire. Dans un appartement modeste de la ville, Linda, une travailleuse sociale du service de protection de l'enfance, sentit que quelque chose clochait. Son téléphone vibrait sans cesse sous une pluie de messages anonymes, « Ferme-la si tu tiens à ta peau ». Une voiture étrange était garée chaque nuit en face de chez elle, les phares braqués sur sa fenêtre, silencieuse mais terrifiante. Maria, après son cours particulier du soir, trouva une enveloppe sans nom dans sa boîte aux lettres. À l'intérieur, une seule ligne griffonnée d'une écriture maladroite, « Arrête si tu veux que les enfants restent en sécurité ». Malgré les menaces, l'information continuait de se propager en ligne. Victor, sous pression, explosa de colère contre Lucas. « Tu n'as pas fait ton putain de boulot. Tu les as laissés fouiller. » Il avait hurlé au téléphone. Quelques heures plus tard, Victor renvoya Lucas sans préavis, ni explication, ni indemnité. Autrefois protégé, Lucas se retrouvait désormais jeté à la rue. La peur laissa place à la fureur. Il ne lui restait qu'une arme, un enregistrement. Une seule preuve qu'il avait gardée, au cas où Victor se retournerait contre lui. Il prit enfin sa décision. Il utilisa un téléphone prépayé pour appeler Maria Torres, dont il avait conservé le numéro depuis les réunions parents-prof. Sa voix était rauque, tremblante de peur et de rancéure. « Mademoiselle Torres. C'est Lucas. J'ai quelque chose. C'est à propos d'Ellie. C'est important. » Maria était à l'hôpital avec Nathaniel et Noah lorsque l'appel arriva. Après un court échange, elle en parla à Nathaniel, et ils décidèrent ensemble de rencontrer Lucas dans un endroit discret. Tremblant mais déterminé, Lucas remit à Maria un vieux dictaphone. Nathaniel et elle appuyèrent sur lecture. Un grésillement, puis du silence. Ensuite, une voix froide et autoritaire, « Il ne sort pas compris ? Un mot, et je coupe tous les financements. Ferme-la. » Au même moment, d'anciens élèves de l'école Elmwood commencèrent à témoigner. Une vidéo devint virale, montrant des camarades évoquant la disparition soudaine d'Ellie. Dans une autre partie de la ville, M. Lester, un facteur retraité, ouvrit un vieux tiroir. Il en sortit une petite enveloppe jaunie par le temps. Pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, écrit au crayon, quelques mots tremblants, « Je suis Ellie. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis enfermé. » M. Lester la contempla, bouleversé. « Je l'ai trouvée dans un tas de lettres éparses déposées dans la boîte publique en bas de la rue. Peut-être que le garçon l'a discrètement glissée à un livreur. À l'époque, j'ai cru à une blague d'enfant. Mais quelque chose m'a poussé à la garder. Comme si je ne pouvais pas m'en défaire. » Cette lettre oubliée devenait désormais une preuve cruciale, un appel désespéré venu des ténèbres, enfin entendu. Le principal Albert de l'école Elmwood consulta les anciens dossiers et trouva le nom d'Ellie Torres rayé d'un trait. Aucun formulaire de transfert. Aucune signature parentale. Albert admit que Victor lui avait jadis rendu visite en privé, demandant le silence en échange d'un financement généreux. La toile de mensonges de Victor Lann commençait à se déchirer. Ceux qui s'étaient tus par peur, corruption ou indifférence, trouvaient enfin leur voie. Pièce par pièce, la vérité se reconstituait,
révélant le portrait entier d'un crime enfoui depuis plus de 2 ans. Et avec la pression croissante du public, des voix autrefois isolées désormais unies, il était clair qu'une tempête approchait. Ce secret n'était plus celui d'un seul homme. Une équipe d'enquêteurs indépendants fut créée, contournant la police locale. Ce soir-là, Victor Lannes fut arrêté dans son manoir. Alors que les sirènes résonnaient, que les gyrophares rouges et bleus dansaient sur les baies vitrées luxueuses, Victor, dînant seul, ouvrit la porte avec un air intrigué. Il se figea lorsqu'on lui présenta le mandat d'arrêt. « Monsieur Victor Lannes, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance d'enfants, fraude financière et obstruction à la justice. » Victor resta pétrifié. Son visage pâlit, mais presque aussitôt, il reprit contenance. « Je crains qu'il y ait erreur. Je vais appeler mon avocat. Vous y aurez droit au commissariat. Veuillez nous suivre, monsieur. » Victor rentra chercher son manteau, gardant l'air d'un homme riche légèrement dérangé par une affaire mineure. Mais une fois la porte refermée derrière lui, son calme se fissura. À l'arrière de la voiture de police, il restait silencieux, les mains tremblantes, serrées à s'en blanchir les jointures. Était-ce le froid ou la peur? Impossible à dire. Cette fois, il savait que tout ne se réglerait pas d'un coup de fil. La nouvelle fuite fit l'effet d'un tremblement de terre. L'opinion publique se divisa. Certains refusaient d'y croire. D'autres éclataient d'une colère longtemps contenue. Dans la salle d'audience, Victor apparut en costume sombre, le visage impassible. Il entra comme un homme faussement accusé. À l'extérieur, de grands écrans diffusaient le procès en direct. Des groupes de citoyens se rassemblaient, commentant chaque détail à voix basse mais fébrile. L'avocat de Victor prit la parole, personne ici n'a été témoin direct d'un quelconque abus. La plupart de ces documents sont des copies, des témoignages indirects, des émotions faciles à exagérer. Son discours était ciselé, cherchant à tout présenter comme un malentendu. Le procureur se leva, déposa un dossier épais sur la table, et commença à retirer le masque, morceau par morceau. D'abord, l'enregistrement audio de Lucas fut diffusé dans la salle. La voix de Victor résonna, froide, menaçante, « Il ne sort pas. Un mot, et je coupe votre allocation. Ferme-la. » Victor baissa la tête, feignant l'incompréhension. Mais un tic sur son visage ne passa pas inaperçu aux caméras. Puis vint le témoignage de Doris, propriétaire d'une ferme de maïs, qui avait autrefois nié toute implication. Le procureur afficha un texto retrouvé, « J'ai reçu les 3000 $. Ne me posez pas de questions sur le gamin. » Doris monta à la barre, tremblante, et avoua, « J'avais peur de lui. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. » Les relevés bancaires de Victor furent présentés. Chaque retrait, chaque achat somptueux, chaque vacance luxueuse, rien n'avait été utilisé pour Ellie. Aucun centime n'était allé aux soins médicaux ou à l'éducation. Le fonds de soutien avait été détourné. Dans le public, des soupirs se firent entendre, des poings se serrèrent. La foi en lui s'effondrait. Nathaniel demanda à témoigner. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot était clair, « Vous n'avez pas juste enfermé un enfant. Vous avez enfermé sa confiance en les adultes. Et pour moi, c'est le pire des crimes. » Le silence tomba. Victor se mordait les lèvres, les mains agrippées, les jointures blanches. Une travailleuse sociale monta à la barre. Jeune femme au visage plein de regrets, elle murmura, « J'avais reçu une plainte de Maria, l'enseignante. Mais mes supérieurs m'ont dit, examine bien. Monsieur Victor est un homme respecté. J'ai gardé le silence. » Lucas fut le dernier témoin. Le visage pâle, mais les yeux enfin fermes. Il raconta tout. Victor avait séparé les deux garçons. Noah envoyé chez un cousin à la campagne, sans papier ni école, juste des corvées. Ellie, lui, enfermé dans le sous-sol. Quand il pleurait ou résistait, Victor me disait de le discipliner. Et je l'ai fait, parce que j'avais peur. Des sanglots éclatèrent dans la salle. L'audience était bouleversée. L'avocat de Victor resta muet. Il savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Dehors, les citoyens restaient immobiles. Pas de cris, pas de chaos. Seulement un silence partagé, un réveil collectif. Le château de mensonges de Victor s'était enfin effondré. Les regards se croisaient, non plus dans le doute, mais dans la compréhension. La vérité avait été dite. Et pour la première fois, la justice avait parlé.
Nathaniel regarda par la fenêtre, les yeux tournés vers l'hôpital. C'est là qu'Élie se rétablissait. Il murmura, on ne peut pas changer le passé, mais on peut, au moins, réparer l'avenir. Le garçon esquissa un sourire. La voix de l'infirmière Émilie, douce comme un souffle, surprit Nathaniel qui était resté silencieux à l'entrée. Il se retourna brusquement vers Élie. Le garçon, encore maigre et fragile, laissa apparaître une courbe timide au coin des lèvres. Un sourire léger, le premier depuis son arrivée à l'hôpital. La pièce était calme, presque sacrée. Mais en cet instant, une brise douce semblait chasser les ombres persistantes. Ce fragile éclat d'espoir ne dura pourtant pas. Plus tard dans la matinée, Élie fut soudainement pris de convulsions violentes. Son petit corps se mit à trembler sans contrôle. Ses yeux se révulsèrent, ses lèvres mousseuses. Des alarmes retentirent dans la chambre d'hôpital. Émilie réagit aussitôt et appuya sur le bouton d'urgence. Les médecins et les infirmières se précipitèrent. Nathaniel agrippa Noah avec force, l'éloignant du lit alors que le chaos éclatait tout autour d'eux. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il a? Hurla Noah, submergé par la panique. Émilie, tentant de garder sa voix posée, répondit d'un ton ferme. Nous essayons de le maintenir conscient. Il pourrait souffrir de méningite, ou de lésions neurologiques sévères causées par une longue malnutrition et un isolement prolongé sans lumière. Il faut le scanner et le transférer en soins intensifs immédiatement. Noah s'effondra au sol, les mains serrant sa tête, foudroyé par un sentiment d'impuissance. Derrière lui, Nathaniel posa une main rassurante sur son épaule, l'ancrant dans le réel tandis que le son métallique des chariots médicaux et des ventilateurs résonnait dans le couloir. Élie resta en soins intensifs pendant des heures. Personne n'était autorisé à entrer. Noah attendait, immobile, le visage marqué, des cernes sombres sous les yeux. Il n'avait ni mangé, ni bougé. Chaque fois que les portes métalliques s'ouvraient, il se levait d'un bond, pour n'être accueilli que par le silence ou des mises à jour vagues. Puis, juste avant l'aube, un médecin apparut enfin. Il a surmonté le pire, dit-il doucement. Mais il est toujours inconscient. Cela pourrait prendre des jours, peut-être des semaines avant qu'il se réveille. Le miracle, c'est son cœur. Il est fort. Ce garçon veut vivre. Noah éclata en sanglots. Pas de douleur cette fois, mais d'espoir. Le fil fragile entre la vie et la mort avait tenu bon. La porte de l'hôpital s'ouvrit à nouveau. Nathaniel entra, suivi de près par maître Daniels. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient d'un feu inextinguible. Noah releva la tête immédiatement, la voix rauque, les yeux remplis de questions. Alors? Que s'est-il passé, monsieur? Demanda-t-il. Nathaniel s'agenouilla, se mettant à hauteur du garçon. Noah, dit-il d'une voix ferme mais chaleureuse. Victor Lane a été condamné. La pièce devint soudain silencieuse. Noah resta figé, incrédule. Une larme unique roula sur sa joue, non de tristesse, mais de soulagement. De justice. Enfin, c'était fait. Il tourna les yeux vers Élie, toujours allongé, immobile, dans son lit d'hôpital. Il n'était plus seulement une victime. Il était désormais la preuve vivante de la vérité longtemps enfouie. Il va payer pour ce qu'il a fait, ajouta l'avocat d'une voix calme mais assurée. Chaque preuve, du témoignage de Lucas aux archives financières dissimulées, jusqu'aux lettres appelant à l'aide, tout a été révélé. Noah baissa la tête, les lèvres closes, les épaules tremblantes. Il ne dit rien, mais en lui montait un raz-de-marée d'émotions, le soulagement, la colère, une peine profonde pour tout ce qu'Élie avait enduré. Nathaniel posa de nouveau sa main sur l'épaule du garçon. « Tu n'as pas abandonné, murmura-t-il. Personne ne t'en aurait voulu si tu l'avais fait. Si tu avais été fatigué. Si tu avais lâché prise. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as retrouvé ton frère. Et tu as mis la vérité en lumière. » Quelques jours plus tard, Maria emmena Noah faire une promenade, jusqu'à une petite bibliothèque de quartier, à quelques rues de l'hôpital. Élie était toujours en soins intensifs, mais les médecins parlaient d'une légère amélioration. Comme toujours, Noah apporta un livre pour enfants, le même que lui et Élie lisaient autrefois ensemble. Il s'installa près de la fenêtre, ouvrit le livre, et se mit à lire à voix haute, lentement, distinctement, mot après mot. Élie n'était pas là, mais Noah croyait que sa voix le trouverait. D'autres enfants, curieux, s'approchèrent, s'assirent autour de lui.
Une bibliothécaire lui apporta discrètement un verre de lait chaud. Il hocha la tête pour la remercier. Et là, dans le rythme tranquille de la voix d'un garçon qui, autrefois, n'avait pas de lit où dormir, une nouvelle vie commença à prendre forme. Le carillon régulier de l'horloge de l'hôpital résonnait dans le couloir silencieux. Cette fois, ce n'était plus un rappel de l'angoisse, mais le son d'un long cauchemar qui s'achevait enfin. Ellie était assez rétablie pour quitter l'hôpital. Et Noah, le petit garçon qui avait bravé la nuit pour chercher son frère, pouvait enfin sourire, timidement mais librement, pour la première fois depuis des jours. Il ne retournait pas à un refuge ni à un centre communautaire. Nathaniel Grayson avait pris sa décision. Il les ramenait chez lui. « Voici ma maison », dit-il alors que le portail en fer grinçait, dévoilant une maisonnette modeste, en bois, simple, mais emplie de chaleur. Et je ne veux plus qu'elle reste vide. Il guida les garçons à travers chaque pièce, une petite chambre avec des dessins d'enfants encore accrochés au mur, un vélo vert appuyé contre le couloir, une étagère encore pleine des bandes dessinées que Sylvia adorait. Il ne cacha pas sa peine, et ne chercha pas à effacer les souvenirs. Chaque recoin de la maison, chaque détail, était une avancée vers la guérison. Ce soir-là, sous la lumière douce et chaude, ils partagèrent un repas à la même table. Noah termina son assiette en silence, et pour la première fois, Ellie mangea sans regarder nerveusement autour de lui. Après le dîner, Nathaniel sortit un dossier et le posa délicatement devant eux. « Demain, nous irons chez le notaire, dit-il d'un ton posé mais déterminé. J'ai entamé la procédure d'adoption. Mais seulement si vous êtes d'accord tous les deux. Il n'y eut ni grande promesse, ni serments éternels. Juste un hochement de tête. Noah regarda Ellie. Puis tous deux acquiescèrent. Dans ce moment de silence, un foyer venait de naître. Non pas bâti de briques ou de pierres, mais de confiance. Le lendemain, une fois les papiers légaux signés, Nathaniel emmena les garçons dans un petit parc au bord d'un lac. Il portait un vieux carnet en cuir, le journal de sa fille Sylvia. Sous la lumière dorée de l'après-midi, il s'assit sur un banc et ouvrit doucement les pages jaunies par le temps. Sylvia était ma seule enfant, dit-il lentement. Une fille vive, toujours souriante, très têtue. Il raconta leur balade au bord du lac, les petits poèmes maladroits mais sincères qu'elle écrivait. Une fois, elle lui avait demandé. « Papa, si je me perdais un jour, tu viendrais me chercher ?» Il avait ri alors, croyant à une simple fantaisie. Nathaniel fit une pause. Quelques années plus tard, après une dispute, elle est partie. Je n'ai jamais eu la chance de lui dire que j'étais désolé. Puis l'accident est arrivé. Il referma le journal, la main tremblante. Le jour où j'ai trouvé sa dernière lettre, inachevée, dans un tiroir, elle disait « Est-ce que tu es venu me chercher, papa ?» Je suis resté seul pendant des heures. Cette question me hante encore. Il regarda Ellie et Noah, assis en silence. Et puis je t'ai rencontré, Noah. Quand tu as parlé de ton frère, quand personne ne te croyait, j'ai vu les yeux de Sylvia dans les tiens. Et j'ai su que je ne referais pas la même erreur. Noah ne répondit pas. Il prit simplement le stylo que Nathaniel lui tendait et ouvrit un carnet vierge que ce dernier lui avait offert plus tôt. Sur la première page, Noah écrivit. Nous n'avons pas été abandonnés. Nous avons été retrouvés. L'écriture était hésitante, mais ferme. Il continua, comme s'il écrivait à sa mère. Maman, si un jour tu lis ceci, je veux que tu saches qu'Ellie est vivant. Il est resté là pendant 2 ans, seul dans le noir. Mais maintenant, il n'y est plus. Je l'ai retrouvé. Comme tu disais toujours, on ne s'abandonne jamais. On a tenu cette promesse. Noah s'interrompit, inspira profondément. Ellie dormait paisiblement à côté. Un sommeil différent d'avant. Enfin apaisé. Il reprit. Je sais que tu ne voulais jamais qu'on ait peur. Mais parfois, j'ai eu peur. Peur que personne ne me croie. Peur de ne jamais le revoir. J'ai même commencé à penser qu'Ellie n'était qu'un vieux souvenir. Mais si j'étais resté silencieux, il aurait vraiment disparu. Des larmes brouillèrent l'encre, mais Noah les essuya et poursuivit. On est encore ensemble. Et maintenant, on a Monsieur Nathaniel. Il n'est pas parti. Il nous a aidés quand personne ne l'aurait fait. Il est resté, même quand tout était en désordre. Je crois que tu l'aurais aimé. Tu aurais vu qu'il est comme toi. Silencieux, mais toujours là quand ça compte. Et enfin, il écrivit.
On a une famille maintenant. Pas un remplacement, mais un nouveau départ. Maman, je crois que j'ai trouvé la maison. Noah referma le carnet et le posa doucement sur la table, à côté du lit d'Ellie. Il s'assit sur la petite chaise et prit la main de son frère, comme chaque soir depuis leur retrouvaille. Dans son sommeil, Ellie bougea légèrement, ses lèvres formant des mots muets. Mais Noah savait. Son frère ressentait tout. Le lendemain matin, quand Ellie ouvrit les yeux et vit la première page du carnet, il hocha la tête. Aucun mot ne fut nécessaire. Juste un hochement, doux, mais assuré. Après 2 longues années, Ellie ne survivait plus simplement. Il commençait à vivre. Au centre de la place du village, la brume matinale s'accrochait encore au toit de tuiles et aux branches de pin. Une petite cérémonie se préparait, mais l'atmosphère n'était plus lourde comme elle l'avait été dans les jours suivant la tragédie. Elle semblait plus douce maintenant, imprégnée d'espoir. Le son des marteaux résonnait dans l'air, se mêlant à l'odeur du bois fraîchement scié et au parfum sucré des muffins de maïs venant des étals de rue. Les rires des enfants retentissaient comme des chants d'oiseaux. Sur les pavés, ils dessinaient des soleils, des fleurs et des bonshommes dansant à la craie blanche. Dans un coin de la place, un panneau de bois venait d'être planté. Il portait ces mots, « Aucun enfant ne devrait plus jamais frapper à la porte du désespoir ». Ce n'était pas un simple slogan, mais une promesse. Une promesse née de la douleur partagée par toute une communauté. Les habitants s'avançaient, les bras chargés d'objets venant de chez eux. De vieux oursons en peluche, de petites chaussures, des dessins d'enfants, tous déposés avec tendresse dans un coffre de bois sur lequel était inscrit « Ce qui reste de la mémoire ». C'était une façon d'honorer le passé, mais aussi une avancée silencieuse vers la guérison. Madame Doris, la fermière du champ de maïs, celle-là même qui avait jadis détourné le regard face à la souffrance d'Ellie, arriva sans un mot. Elle déposa une simple enveloppe blanche dans le coffre. D'une écriture tremblante, on pouvait lire « Je sais que j'ai eu tort. J'espère que les enfants pourront me pardonner. » Personne ne la jugea. Personne ne posa de questions. Et lorsqu'elle posa sa main sur le panneau de bois, les regards autour d'elle s'adoucirent. Le pardon, semblait-il, avait déjà commencé à éclore. Elle s'éloigna, plus légère, comme si elle avait enfin déposé un fardeau porté depuis des années. Sur une petite estrade voisine, M. Alvé, le directeur d'école à la retraite, se tenait calmement devant le micro. « Nous ne méritons pas tous le pardon, dit-il simplement. Mais à partir d'aujourd'hui, chaque enfant de cette ville aura un nom, une salle de classe, et une porte qui ne sera jamais verrouillée. » Ces paroles n'étaient pas poétiques, mais elles étaient vraies, sincères, et portées par une conviction profonde. Dans la foule, Maria Torres tenait la main de la petite Rose. La même fillette qui avait permis d'identifier Ellie grâce à la tache de naissance derrière son oreille. Non loin de là, Linda, une agente des services sociaux, récoltait les promesses de dons pour un nouveau fonds destiné aux enfants victimes de maltraitance. Sur le côté, Chloé, la journaliste qui avait perdu son emploi pour avoir osé couvrir l'affaire, prenait des photos discrètement. Non pour un journal. Cette fois, c'était juste pour ne pas oublier. Pour capturer l'instant. Un instant de renaissance. Ellie se tenait aux côtés de Noah, tous deux vêtus de chemises blanches impeccables. Ellie ne fuyait plus l'objectif. Il ne souriait pas, mais il se tenait droit, stable, ne se recroquevillant plus face au monde. Noah lui tenait la main fermement, comme une ancre pour l'aider à rester présent dans ce monde qui changeait enfin. Nathaniel Grayson s'avança vers le panneau de bois. Il ne dit rien. Il posa simplement sa main sur le bois rugueux et inclina la tête. Aucun discours n'était nécessaire. Sa seule présence, celle d'un homme qui avait choisi d'écouter un enfant solitaire alors que tout le monde lui tournait le dos, en disait bien plus que n'importe quelle parole. Les enfants continuèrent à jouer. Ils dessinèrent des soleils, des maisons, des fleurs. Le panneau de bois devint même un élément de leur jeu. Leurs rires s'élevèrent à travers la place comme une mélodie chassant les ombres du passé. Lorsque la cérémonie s'acheva, Nathaniel ramena les 2 garçons à sa voiture. Sur la banquette arrière, entre eux, reposait un journal en cuir flambant neuf. Sur la couverture, en lettres dorées discrètes, on lisait « Jour 1 ». « Alors, vous avez écrit quelque chose » demanda-t-il. Noah souleva le journal. Sur la toute première page, d'une écriture soignée, on lisait « Nous continuerons à écrire, mais cette fois, personne n'aura à le faire dans le noir. » Nathaniel sourit et tourna la clé dans le contact. La voiture roula lentement sur la place, s'éloignant de ses années de douleur.
Dans le rétroviseur, il vit les enfants courir sous le soleil doré de l'après-midi, les rires flottant derrière eux parmi les vieux toits. 3 ombres, une grande, 2 petites s'estompèrent dans la lumière du couchant, avançant vers un avenir nouveau, un avenir où la justice avait enfin trouvé sa voie, et où les enfants étaient enfin entendus. Dans la vie, il y a des portes qu'on ne peut pas ouvrir seul. Derrière elles, se cachent la douleur, les ténèbres, et de longs silences. Mais s'il y a quelqu'un prêt à s'arrêter, à s'agenouiller, et à écouter l'appel presque inaudible de l'autre côté, alors une vie peut être sauvée, un lien brisé peut être réparé, et une société peut réapprendre à aimer. En cette fin d'après-midi, la lumière dorée baignait les cimes des arbres dans le jardin de la maison de Nathaniel Grayson. Le parfum apaisant de la lavande flottait dans l'air, mêlé aux rires innocents des enfants. Nathaniel était assis sur un banc, les yeux clos, savourant un rare moment de paix. Il n'avait jamais été père dans le sens traditionnel, mais désormais son cœur était rempli par la présence de 2 petites âmes jouant sur la pelouse verte. Ellie, bien qu'encore marquée par des cicatrices visibles, ne sursautait plus au moindre contact. Et parfois, il riait, spontanément, quand Noah racontait une histoire amusante. Ce rire n'était pas fort, mais pour Nathaniel, c'était le plus beau son du monde, une mélodie de renaissance. Noah regardait son frère avec des yeux débordant de reconnaissance et d'amour. Il savait désormais, sans le moindre doute, que son long périple n'avait pas été vain. Chaque pas dans la poussière, chaque mot ignoré, chaque larme versée, l'avait conduit à cet instant. Le moment où son frère était enfin libre. Où tous deux avaient enfin trouvé un foyer. Nathaniel, silencieux, les regardait jouer. Un sourire discret se dessinait sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de joie débordante, mais celui d'un homme en paix, après une longue traversée. Le sourire d'un homme qui avait trouvé son rôle dans ce monde, protéger les plus petits, les plus fragiles. L'histoire de Noah et Ellie n'est pas simplement un récit de retrouvailles. C'est un rappel. Un rappel puissant. Ne restons jamais silencieux quand la vérité est étouffée. Tout le monde n'a pas la force de parler, mais parfois, un regard de confiance, une main tendue, peuvent suffire pour qu'un enfant trouve le courage de se relever. Nathaniel Grayson n'a pas pu sauver sa propre fille, Sylvia. Mais il a sauvé 2 autres enfants d'un sort similaire. Et si cela n'efface pas la douleur de sa perte, cela a transformé son chagrin en action, son regret en mission. Dans un monde où les voix des enfants sont trop souvent ignorées, nous avons besoin de plus de personnes comme lui. Comme Maria, comme Chloé, comme Linda, et comme Noah. Des phares d'humanité. Des cœurs courageux. Ceux qui osent défendre ce qui est juste, quoi qu'il en coûte. Et vous? Pensez-vous que Nathaniel a eu raison de faire confiance à Noah et de se battre pour ses enfants alors que tout le monde les ignorait? Partagez votre avis dans les commentaires. Votre voix compte. Chaque partage, chaque mot que vous nous laissez, nous donne la force de continuer à raconter des histoires sincères, poignantes et profondément humaines.